Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors bienvenue sur Israël Torah. Alors aujourd'hui un format un petit peu particulier. Euh, on va traiter d'un point, une question qui nous a souvent été posée. Je dis nous, et dans le nous, je voudrais mettre ici tous les rabbins en fait. On nous a souvent posé la question. Alors on attendait une certaine réponse en fonction de qui était le rabbin et de comment il était habillé. Mais en fait c'est une question qu'on a posée à tous les rabbins. Vous la connaissez aussi sûrement. Alors, Kvod Harav, dis-moi. Qu'est-ce qui vaut mieux? Vaut mieux habiter en Israël et manger des grillades sur la plage à Kippour, ou vaut mieux être froum, relige, à Paris? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Kvod Harav? Alors évidemment, en général, celui qui est religieux à Paris, il ne demande pas ça à un rabbin de Paris. Et en général, celui qui mange des grillades à Tel Aviv, à Kippour, eh bien, il ne demande pas ça à un rabbin qui mange des grillades à Tel Aviv, à Kippour, parce qu'il n'y en a pas. Alors, de quoi on parle? Moi, on m'a déjà posé souvent la question. Alors, on m'a étiqueté comme étant un rabbin sioniste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, tous les rabbins sont sionistes, dans la mesure où sioniste, ça veut dire la volonté de revenir à Sion. Je ne connais pas vraiment de rabbins qui se disent, moi, je préférerais idéalement aller vivre en Alaska plutôt que d'aller vivre un jour, Bezrat Hashem, à Jérusalem. Donc, dans la mesure où je pense que tous les rabbins et tous les juifs ont dit depuis 2000 ans l'an prochain à Jérusalem, je me dis que tout le monde est plus ou moins attiré par cet idéal-là. Maintenant, moi, en tant que catalogué comme étant sioniste, alors on m'a souvent demandé, alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Maintenant, quelle était la réponse que les gens attendaient que je dise? Eh bien, ils attendaient que je dise, bah évidemment qu'il vaut mieux être en Israël, quoi qu'il arrive, point, c'est tout. Ma première réponse, elle est très simple. Est-ce qu'il vaut mieux manger des grillades de porc sur la plage à Tel Aviv, ou alors être super froum, comme on dit dans certains milieux, à Paris? Ma réponse est, 2 secondes, on ne peut pas être normal? On ne peut pas faire la Torah à Tel Aviv? C'est pas possible. Donc d'abord, vous comprenez que c'est pas c'est mieux ça ou c'est mieux ça. C'est mieux de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Et là, je tiens à vous le dire dans le début de cette vidéo. En tant que rabbin, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Moi, je suis très très égoïste, je trouve que Dieu, il est bien. Je trouve que sa Torah, elle est bien aussi. Je suis pour la Torah. Torah is good. Torah is beautiful. Donc, si tu me demandes à moi, est-ce que je pense qu'il vaut mieux faire les mitzvot ou vaut mieux ne pas faire les mitzvot, eh bien ma réponse va être assez peut-être étonnante, mais je pense que c'est mieux de faire les mitzvot. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je vais te dire un truc très simple. Dans la Torah, nous avons un grand principe de base qui est vrai pour toutes les mitzvot. Une mitzvah que je peux pas faire, pour X raisons, je m'en fiche. Par exemple, j'ai vraiment envie de faire Arbat Aminim cette année, j'ai commandé mon etrog et tout, machin, mais Erev Achai, tous les stocks de etrogim ont été foudroyés sur place, il n'y a plus d'etrog, il n'y a plus un seul etrog dans le pays kasher. Terminé, pas d'etrog. Et même les etrogim qui étaient déjà chez moi parce que je l'avais préparé depuis 2 semaines, il a pourri. Plus d'etrog. Donc je ne ferai pas la mitzvah de Arbat Aminim à Sukkot. Mais si c'est pas de ma faute, je peux pas la faire, eh bien, ma'ale alav hakatuv keilu asa. Dieu le compte comme si tu l'avais fait. Et ça, c'est un principe qui est vrai pour toutes les mitzvot. Par contre, ça me saoule d'acheter un etrog. Oh, j'ai pas les nerfs. Coûte trop cher, j'ai pas le temps. Donc je ne fais pas mitzvah Arbat Aminim parce que je veux pas. Va falloir que tu t'arranges avec lui plus tard. Donc il y a une différence entre je peux pas et je veux pas. Et ce n'est absolument pas à moi de venir juger quelqu'un d'autre, de savoir si véritablement il peut pas ou s'il veut pas. Maintenant que cette introduction est faite, eh ben, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Les amis, habiter en Israël, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah des 613 mitzvot. Elle est marquée dans le Ramban, dans le commentaire du Ramban sur le Sefer HaMitzvot du Rambam. Eh bien, lorsque le Rambam finit sa liste des mitzvot assez, le Ramban va dire voilà les mitzvot que, à mon avis, le Rambam n'a pas comptabilisé, mais qui sont des mitzvot. Et dans la mitzvah d'Alet, il dit que c'est une mitzvah d'habiter en Israël. Vous allez me dire, oui, mais Rabbi Moshe Dileon, le Mogillat Esther, lui, il dit que cette mitzvah avait cours jusqu'à la destruction du premier temple et n'a plus cours jusqu'au Mashiach. Marloquette, donc.
Oui, certes, le problème c'est que d'abord, quand je vous ai dit le Ramban, vous saviez tous de qui je parle, et avant que je cite Rabbi Moshe Dileon, vous ne savez même pas qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Rabbi Moshe Dileon. C'est Aleph, ça montre que au niveau de l'impact de la transmission de la Torah, ce n'est pas la même chose quand tu es le Ramban et quand tu es le Megillat Esther. Ça c'est Aleph. Et Bet, après cette marloquette entre les deux, eh bien tout, mais alors tous les décisionnaires de la halacha, depuis le Ramban jusqu'à nos jours, ont tous été possèques comme le Ramban et pas comme le Megillat Esther. Ce qui veut dire qu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël qui nous vient du verset Ve'orashtem et haaretz ve'ishavtem ba, et vous conquérerez la terre d'Israël et vous vous y implanterez, qui est marqué dans le livre de Bamidbar. Donc il y a une mitzvah d'habiter en Israël. Et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Comme toutes les mitzvot, si tu peux pas, ben tu peux pas. Et si tu veux pas, tu t'arrangeras avec lui. Nous ne pouvons pas juger les gens qui habitent en France. Et je le redis, j'aimerais que tous les juifs viennent ici. Je pense que la place de tous les juifs est en Israël. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Je ne sais pas, ça peut être pour des raisons de parnassa, ça peut être pour des raisons de santé, ça peut être pour des raisons familiales, je n'en sais rien. Et qui je suis moi pour rentrer dans les cœurs des gens? J'en sais rien. S'il ne veut pas, il va falloir qu'il s'arrange avec le patron. Mais s'il ne peut pas, ne l'exclus pas. Ne viens pas dire « Ah, tu n'es pas en Israël, donc… » ça veut dire que tu ne fais pas partie du peuple juif. De la même façon que ça ne viendrait pas à l'esprit de dire « Tu ne fais pas Shabbat, tu ne fais pas partie du peuple juif. » Non, ne me dites pas qu'il y a des gens qui pensent ça. C'est pas possible. D'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas en Israël. Il y a des gens, vous vous rappelez dans notre question qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux être comme ci ou est-ce qu'il vaut mieux être comme ça? Mais reprenons 2 secondes la première partie de la question. Est-ce qu'il vaut mieux être quelqu'un qui ne fait pas la Torah et qui transgresse Shabbat, mais qui habite en Israël? Mais dans 2 secondes, peut-être qu'il transgresse la Torah parce qu'il ne l'a jamais étudiée. Peut-être qu'il transgresse Shabbat, qu'il mange des grillades à Kippour parce qu'il ne sait pas. Peut-être que d'après la halakha, il est ce qu'on appelle Tinok Shenishba Ben Agoïm. Comme disait le Chazon Ish, de toute notre génération, que nous sommes comme un enfant perdu et déposé chez les nations. Un bébé. Et on a eu plein de cas comme ça dans la Shoah. Des parents qui ont abandonné des enfants de 1, 2, 3 ans dans des couvents, qui les ont protégés pendant la Shoah. Et ces enfants qui grandissent, qui n'ont jamais appris qu'ils étaient juifs, est-ce que tu peux leur tenir rigueur du fait qu'ils n'ont pas fait Shabbat? Bien évidemment que non. Donc, la question de est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il vaut mieux? Les amis, il vaut mieux être normal. Il vaut mieux savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut de nous, et essayer de faire en sorte de réaliser ce que Akadosh Baruch Hu il veut de nous. Si tu peux pas faire X ou Y chose, eh ben tu le fais pas. Et je vais te dire mieux que ça. Les gens qui veulent et qui peuvent pas, ce sont eux les plus frustrés de l'univers. Ils ont cette souffrance énorme. Alors on parle d'habiter en Israël, mais il y a d'autres mitzvot qui sont dans ce cas-là, où il y a des gens qui voudraient énormément faire la mitzvah et qui peuvent pas. Ils le vivent terriblement mal. Et ils prient tous les jours qu'un jour ils puissent le faire. De mon point de vue, tous ces juifs qui habitent encore en Chutz La'aretz, j'ai envie de les voir comme ces 2 options possibles. Parce que je ne veux pas imaginer, et je suis extrêmement naïf, mais je ne veux pas imaginer qu'il y a des gens qui savent que Akadosh Baruch Hu il veut qu'ils soient ici, qui savent et qui ont accepté sur eux de prendre la responsabilité de faire la Torah et les mitzvot, mais qui ont volontairement, consciemment décidé de cette mitzvah-là, je ne la prends pas. Ça n'existe pas, un truc comme ça. Je ne veux pas admettre que ça existe. Parce que c'est pas possible, quelqu'un qui me dit moi je suis super religieux, moi la Torah j'adore, moi je suis fan de Dieu, mais Shabbat ça me saoule. Ça n'existe pas. Le mec qui veut faire, il veut faire. Alors vous allez me dire, non mais attends, il y a des gens qui font petit à petit. Il y a des gens qui ont décidé de faire Teshuvah, qui ont décidé de faire la Torah, mais ils font pas tout d'un coup. Bah ouais, la brioute. Léat. De la même façon, cette personne-là, qui peut-être commence à rentrer dans la cache-route et petit à petit, et finalement va à léat, bah, ça va aussi pour Shabbat, ça va aussi pour habiter en Israël. Le mec, il sait qu'il veut venir en Israël, mais il dit, bon, bah, d'accord, pour l'instant, je peux pas, machin. Alors, d'abord, je fais une préparation d'Ulpan à Paris, et puis après, je regarde si mes diplômes ils sont valables, et puis après. Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, mais je vais vous le dire parce que je l'ai fait. J'ai une élève qui est venue au séminaire en Israël,
qui avait, alors je ne me prenez pas au mot parce que je ne suis pas un spécialiste à ce niveau-là, mais qui était en train de faire une spécialisation médicale. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle avait fait des études de médecine. Et il lui restait donc une année pour terminer et valider sa spécialisation et devenir, je ne me rappelle plus quoi, je crois que c'est psychiatrie ou un truc comme ça. Et donc il lui restait un an, elle avait le droit de prendre 6 mois sabbatiques avant de terminer sa dernière année. Elle est venue au séminaire et elle a été complètement métamorphosée. Elle a dit, ça y est, je reste. Elle a dit, je pars plus, je reste en Israël. Bon, d'un côté, tu te dis, c'est bien, j'ai bien réussi à lui enseigner la Torah d'Eretz Israël. Mais je lui ai dit, mais non, tu vas pas faire ça. Il te reste un an là-bas. C'est pas comme si tu me dis, j'ai fait ma première année de médecine. Ou là, je te dis, mais fais tes valises et viens. Non, il lui reste un an à faire. Parce que sinon, tout ce qu'elle a fait est rendu invalide. Je lui ai dit, oui, moi, le rabbin sioniste, je lui ai dit, va, finis ton année et reviens après. Et tu pourras exercer en tant que médecin, psychiatre, machin, ici, vers Kol Besader. Si tu t'étais réveillé à cette prise de conscience en première année de médecine, j'aurais été le premier à te dire, lâche ta première année, viens ici. Viens ici, et tu sais quoi, fais médecine ici. Oui, c'est dur. Non, c'est faisable, il y en a plein qui l'ont fait. Mais là, elle ne pouvait pas. Elle voulait, mais elle ne savait pas qu'elle ne pouvait pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Ne viens pas les juger. Ne viens pas essayer de dire que. Et le pire dans tout ça serait de dire que parce que tu n'as pas exactement la même vie que la mienne, ton avis n'est pas légitime. Encore une fois, on ne parle pas de celui qui se prend pour Dieu. On ne parle pas de celui qui se met à la place de Dieu. On ne parle pas de celui qui sait mieux que Dieu. Non, Dieu il m'a dit de faire telle ou telle mitzvah, mais moi ça me saoule. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de quelqu'un qui est dans la Avodat Hashem à fond, mais qui veut mettre l'accent sur plusieurs choses. Vous savez, on dit souvent qu'il y a énormément de clivages, de conflits entre les rabbanim. Je parle du monde francophone, vous savez, c'est ce qu'on connaît. Qu'il y a énormément de clivages entre les rabbanim sionistes, les rabbanim pas sionistes, machin. En vrai, demandez-leur pour de vrai. Demandez à un rabbin sioniste, ça veut rien dire un rabbin sioniste, mais vous me comprenez. Demandez à un rabbin sioniste, ceux qui sont sur les différentes vidéos de Israël Torah, machin, demandez au Rav Kling, demandez au Rav Ben Arosh, demandez à tous ces rabbanim-là, est-ce qu'ils pensent que c'est bien d'être chafifnik dans la Torah? Est-ce que c'est bien d'être comme ci, comme ça, dans l'étude de la Torah et la pratique de la Torah? Mais évidemment qu'ils vont te dire que non. Évidemment qu'ils sont pour une Torah qui est pratiquée à 100% et qui est étudiée à 100%. Évidemment qu'ils vont te dire que la Torah, c'est la base de toute notre vie. Ils vont pas te dire, ouais non, la Torah, c'est bien 5 minutes par jour, mais le reste du temps, il faut que tu ailles planter des tomates dans la terre d'Israël. Ils te disent que toute ta plantation de tomates en terre d'Israël, elle est poussée par ton étude de Torah. Évidemment, de la même façon. Est-ce que vous pensez que tous les rabbanim qui sont plus étiquetés, chapeau, que vous pouvez voir sur Israël Torah, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils pensent que la terre d'Israël n'est qu'une plaque, un plateau sur lequel on peut mettre des juifs, que finalement Israël ou Ouganda, c'est pareil? Bien sûr que non. Eux aussi, ils sont fans de la terre d'Israël. Eux aussi, ils ont lu la Torah. Et eux aussi, ils sont amoureux de ce qui se passe ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des choses à apprendre de tous les milieux. Et je vais vous le dire très sincèrement. Quand tu te balades dans des yeshivot du monde chapeau, tu ne peux qu'être émerveillé par l'amour qu'ils ont, tous ces étudiants de yeshiva, pour l'étude de la Torah. Je te le dis très clairement, il y a plein de yeshivot où il y a des mecs qui n'ont pas de chapeau et des chemises blanches, ou des chemises de toutes les couleurs, où tu vas trouver cet même amour. Et je le dis très clairement. Bien sûr. Mais toutes ces nouvelles yeshivot, Yeshivat Merkaz Harav, où j'ai étudié longtemps, Yeshiva Aramor, et toutes les yeshivot où il n'y a pas que des chemises blanches, toutes les yeshivot du monde d'Ati Leumi, elles sont nées il y a 70 ans, il y a 100 ans. Or, les yeshivot, elles ont existé avant. Ça veut dire que toutes ces yeshivot d'Ati Leumi, où il y a tous autant cet amour de la Torah, ils l'ont appris où? Cet amour de l'étude de la Torah? Dans les yeshivot qu'on avait avant. Et donc, il y a évidemment quelque chose à apprendre du monde religieux qu'on va considérer comme étant charedi. Cet amour de la Torah et cette intransigeance par rapport à la pratique des mitzvot. C'est quelque chose qui est fondamental, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a rien à apprendre du monde qui passe Rouga? Évidemment qu'il y a quelque chose à apprendre.
cet amour inconditionnel pour la terre d'Israël, cet amour inconditionnel pour chaque juif, cet amour inconditionnel pour le fait de protéger et de ressusciter le peuple juif en terre d'Israël. Mais c'est fondamental tout autant. Et donc on a évidemment à apprendre. Quoi, on n'a rien à apprendre de l'abnégation et de la Havat Israël qu'il y a dans le monde Chabad? Il y a tout à apprendre de comment le rabbi il a réussi à enseigner à ses élèves comment, quel que soit un juif, c'est un juif. Bien sûr qu'il y a tout à apprendre. En d'autres termes, il y a évidemment de quoi apprendre là et là. Vous savez, il y a 250 ans, il n'y avait pas encore le débat religieux sioniste face à Haredi. Ça n'existait pas encore. Tout le monde était sioniste. Bon, ils n'habitaient pas en Israël parce qu'ils ne pouvaient pas, mais ils étaient tous sionistes, donc il n'y avait pas encore de clivage. D'ailleurs, Haredi, ça veut dire Chared Ledvar Hashem. Ça veut dire qui craint la parole de Dieu. Je me considère comme Haredi. Ouais, j'ai pas de chapeau. Enfin, j'avais un chapeau. J'avais un chapeau le jour de mon mariage, et puis, dans un de nos voyages, ma femme a oublié mon chapeau à l'aéroport de Zurich, et depuis, j'ai plus de chapeau. Voilà pour la petite histoire. Quoi qu'il en soit, on est tous Haredim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, il y a des rabbins qui sont pas Chared Ledvar Hashem? Bien sûr. Il y a 250 ans, il y avait un autre débat, une guerre terrible entre ce qu'on a appelé les mitnagdim et les chassidim. Entre les élèves du Baal Shem Tov et les élèves du Gaon de Vilna. Mais un vrai combat, attention. Ça a été jusqu'à la délation, ça a été terrible. Bien plus grave que les petites disputes qu'on a aujourd'hui entre nous. Finalement, le Rav Tzvi Yehuda Kook va nous expliquer qu'on avait besoin de ces deux dimensions parce qu'elles reflètent deux dimensions différentes de la Avodat Hashem. Rav Tzvi Yehuda nous dit que le Gaon de Vilna, la Torah des mitnagdim, des litaïm, c'est ce qu'il appelle Kedushat Yerushalayim. Alors que la Torah du Baal Shem Tov et de ses élèves, c'est ce qu'on appelle Kedushat Shiloh. Quelle est la différence? Vous savez, il y avait le Beth Amikdash à Jérusalem, il y avait le Mishkan à Shiloh. Or, d'après la Halakha, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash à Jérusalem, les korbanot que tu pouvais manger toi, pas ceux des Kohanim, les korbanot que toi tu peux manger, tu pouvais les manger Bekol Ha'ir. C'est-à-dire qu'il fallait être dans les murailles de Jérusalem. Alors qu'à l'époque du Mishkan de Shiloh, ces mêmes korbanot, tu pouvais les manger Bekol Haroé. C'est-à-dire que tu pouvais les manger aussi loin que tu puisses avoir une petite vision sur Shiloh. En d'autres termes, la Kedusha du Baal Shem Tov, c'est une Kedusha qui va à l'extérieur, qui sort du Beth Amidrash, face à la Kedusha du Gaon de Vilna, qui était la Kedusha à l'intérieur du Beth Amikdash, du Beth Amidrash. Dit le Rav Tzvi Yehuda, on a besoin de ces deux dimensions. On a besoin d'avoir un Beth Amidrash fixe à l'intérieur, où toute la Kedusha est recroquevillée à l'intérieur, pour une fois que tu t'en es rempli, sortir à l'extérieur. En d'autres termes, nous dit le Rav Tzvi Yehuda, on doit tous commencer par être mitnaged pour finir chassid. C'est-à-dire, on doit tous commencer par se remplir à l'intérieur du Beth Amidrash pour pouvoir influer le Beth Amidrash à l'extérieur. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat entre les mitnagdim et les chassidim. Tout le monde est conscient que c'est des Anaché Ovdei Hashem, c'est des gens qui servent à Kadosh Baruch Hu, et on a besoin d'eux. Notre débat actuel, franchement, ça ne sera plus un débat, c'est déjà presque plus un débat, et ça ne sera plus un débat bientôt. C'est-à-dire que tout le monde comprend que l'avenir du peuple juif est en terre d'Israël. Tout le monde comprend que l'idéal du peuple juif est en terre d'Israël. Tout le monde a envie de réaliser cet idéal. Certains, pour l'instant, ne peuvent pas le réaliser. Bezrat Hashem, eux prient, et nous aussi on prie pour eux, qu'ils puissent le réaliser. Et tout le monde comprend que celui qui a réalisé, qui est monté, qui a fait l'Alia, c'est pas un idéal, une fois que tu es en Israël, de manger du jambon. Non, c'est pas un idéal, c'est pas le but. Tout le monde le comprend. Ce qui veut dire que le clivage, sioniste, pas sioniste, machin, c'est pas un vrai clivage. Alors certains me diront, ouais, mais alors pourquoi tu t'habilles pas comme les autres rabbins, c'est plus sérieux. Bon, la vérité, c'est vrai, c'est plus sérieux. La vérité, c'est plus sérieux. Je suis d'accord avec toi. Par rapport, concrètement, le Rav Kook nous avait dit, à nous, j'ai pas connu le Rav Kook, mais le Rav Kook a dit à ses élèves qu'ils ne devaient pas s'habiller comme lui, en redingote et en streibel. Il dit, moi je viens de Lituanie, j'ai des traditions, je suis déjà vieux, machin, mais vous habitez en Israël, 40 degrés en été, c'est pas la peine de se balader avec un streibel. Donc les élèves du Rav Kook, de la pensée du Rav Kook, ne s'habillent pas comme le Rav Kook, parce que leur maître leur a dit de ne pas le faire. Maintenant, si tu poses la question, attends, s'habiller en costume, c'est mechoubad, c'est kavod, je suis tout à fait d'accord avec toi.
je pense qu'il faut être aussi concret, dans les faits. Tu t'habilles comme tu veux, je m'en fiche, à la seule condition que tu es mechoubad. Tu peux être tout à fait mechoubad avec un pantalon beige et une chemise, il n'y a aucun problème. Oui, il y a 300 ans, on s'habillait en noir et blanc, certes. Je vous rappelle qu'on a commencé à s'habiller comme ça en Pologne pour ressembler aux Cosaques. Donc venez pas me vendre qu'aujourd'hui l'habit traditionnel Haredi, c'est l'habit de nos ancêtres. Elle est belle la blague. D'autant plus quand on parle à un peuple juif de France, qui habite en France, qui est venu de France, qui est à 90% séfarade, je peux t'assurer que tes ancêtres, ils n'étaient pas habillés en costume. Tes ancêtres, ils étaient habillés en djellaba et en babouche. Alors viens pas me dire que t'habiller en costume, c'est ne pas déroger de la tradition de tes ancêtres. Tes ancêtres, ils n'étaient pas Ashkenaz de Pologne d'il y a 300 ans. Donc ça, c'est une absurdité. De dire que c'est l'habit traditionnel juif, c'est tout autant une absurdité. Parce que, je vous rappelle, je l'ai dit, je le redis, qu'on a commencé à s'habiller comme ça pour ressembler aux goïms. Donc viens pas me dire que c'est l'habit traditionnel juif. L'habit traditionnel juif, t'as une kippa sur la tête, c'est bon, t'es traditionnel juif. Une fille qui, dans toutes les circonstances, est avec une jupe, c'est l'habit traditionnel juif. J'ai pas besoin que la jupe elle soit d'une couleur comme ci ou d'une couleur comme ça. J'ai pas besoin que la kippa elle soit d'une couleur comme ci ou d'une couleur comme ça. L'habit traditionnel juif, c'est de montrer que tu as quelque chose qui te rattache à ton identité d'Israël. C'est l'homme échané. Tu vois un juif qui est en jean mais qui a ses tzitzit qui dépassent, ou qui a sa kippa qui dépasse, t'as compris que c'était un juif. Alors que tu vois un businessman en costume, super bien repassé, beau gosse, c'est pas forcément un juif. Donc j'ai aucun problème avec la personne qui veut s'habiller en costume, parce que pour lui, le costume, dans la culture occidentale, c'est l'habit le plus honorifique et le plus kavod, mechoubad. Et donc lui qui veut étudier la Torah, représenter Akadosh Baruch Hu, il veut s'habiller comme ça, mais la brioute. J'ai juste une petite question au niveau pratique. Parce que ça veut dire qu'il te faut beaucoup de costumes dans ta garde-robe et ça peut coûter cher et tout ça, machin. Donc, fais les choses bien. Habille-toi comme tu veux. Tu veux t'habiller en costume, mais change de costume. Je veux dire, faut pas que le jeudi, les gens ils puissent plus être assis à côté de toi parce que ton costume, il a déjà 3 semaines. C'est pas possible. C'est pas possible. De la même façon, tu veux t'habiller en chemise blanche, il n'y a pas de problème. Mais la chemise blanche, elle se salit rapidement. Donc, dès que ta chemise blanche, elle est sale, tu la changes. Tu veux t'habiller autrement, habille-toi autrement. Il faut que quand les gens ils te voient, tu représentes quelque chose qui est mechoubad, qui est classe. Parce que tu es un enfant d'Akadosh Baruch Hu, et donc tu veux représenter quelque chose de bien. C'est tout. Après, ton costume, il est gris, il est bleu, il est marron, je m'en fiche. Et tu veux que je te dise, Akadosh Baruch Hu aussi, il s'en fiche. Parce qu'il n'y a pas toujours eu des costumes. Avraham Avinu, il s'est pas baladé en costume. V'akol beseder. Donc, tu t'habilles comme tu veux, et viens pas me dire que parce que tu es habillé comme ci ou comme ça, tu es plus religieux. C'est complètement absurde. Ne viens pas dire que c'est pas bien de s'habiller en costume. C'est très bien de s'habiller en costume, mais c'est très bien de s'habiller comme tu veux. À condition que tu représentes quelque chose qui impose le respect et la dignité. Et comme je le disais tout à l'heure, finalement, tous les mondes se rejoignent. Tous les mondes se rejoignent. On est tous en recherche du même idéal. Il s'agit juste maintenant de comprendre qu'est-ce que j'ai à apprendre de l'autre. Parce que j'ai quelque chose à apprendre de lui. Et je peux te l'assurer que tu as quelque chose à apprendre de lui. J'ai passé en revue tout à l'heure le monde l'Itaï de la Yeshiva et l'engouement pour l'étude de la Torah. J'ai parlé de l'amour de chaque juif chez Chabad. J'ai parlé de l'amour de la terre d'Israël et du destin collectif du peuple juif dans le monde qu'on appelle Dati Leumi. Mais la liste n'est pas exhaustive. C'est à toi de faire le pas et de voir qu'est-ce qu'il y a chez l'autre que toi tu n'as pas et que tu peux commencer à prendre pour toi. Dans les 10 commandements, on a dit « Lo tachmod ». Ne sois pas jaloux de ce que l'autre il a. Nachon, la jalousie, c'est pas bien. Sauf quand il s'agit de ce qu'on appelle « kinat sofrim tarbe chochma ». Que l'autre, il a quelque chose de bien, il dit « attends, c'est pas que j'ai pas envie qu'il ait. C'est que s'il a quelque chose de bien, moi aussi, je peux avoir quelque chose de bien. » J'ai reçu de mes maîtres, et en premier lieu, du Rosh Yeshiva, du Machon Meir, du Rav Dov Bigon, Shlita, qui nous avait dit toujours, c'est son slogan, si tu as quelque chose de bien, ne le garde pas pour toi, donne-le aux autres. C'est ça le message. Le message, c'est qu'il y a quelque chose de bien à prendre chez toi et chez moi aussi. Prends-le. Prends-le et fais un mix. Fais un mix. Alors, je te dis pas que moi, je suis le mix. Ouh là là, moi, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais à mon tout petit niveau,
à mon tout petit niveau. J'essaye, par exemple, alors ici sur Israël Torah, on parle du Rav Kook. Quand je donne des shiurim, eh bien, dans mes sources, dans mes feuilles de sources, il y a toujours soit des rabbanim à tendance sioniste, soit des rabbanim pas du tout. J'ai aucun problème de mettre de pair un enseignement du Rav Tzvi Yehuda Kook et du Chazon Ish. Ça me va tout à fait. De Reb Chaim de Brisk et du Natif de Vologine, qui sont d'ailleurs enterrés côte à côte. Apprends de tout le monde. Tu me vois habillé ici en pantalon beige et en chemise blanche. Dans quelques jours, ce sera Shabbat, je serai habillé en costume. On prend de là, on prend de là. J'ai été faire mon service militaire, j'ai essayé de défendre mon pays. J'essaye aujourd'hui de défendre la qualité et la force d'habiter en Israël. D'un autre côté, j'essaye d'enseigner à ma communauté et à mes amis, à ma famille, l'importance de l'étude de la Torah. Mon fils m'a vu terminer le Daf Yomi il y a quelques semaines et il m'a dit « J'ai envie de commencer avec toi ». Alors je lui ai dit peut-être que c'est un petit peu trop tôt, à 9 ans, de commencer le Daf Yomi en Gemara. Donc ça fait maintenant quelques semaines qu'avec mon fils, on a commencé la Mishnah Yomit. On étudie tous les jours. Et même quand je suis en déplacement, il m'appelle, on étudie, on a notre temps d'étude ensemble. Parce que c'est fondamental de persévérer et d'aller encore plus loin dans l'étude de la Torah, dans la pratique de nos commandements. Essayez de mixer, de trouver ce que il y a chez l'autre qu'il n'y a pas chez toi. Et comme ça, tu arriveras à créer un juif, tout simplement, un Ben Israël, qui saura comment dévoiler Akadosh Baruch Hu au XXIe siècle. Je pense que c'est ça le message. Alors, est-ce qu'il vaut mieux être comme ci ou comme ça ? Eh bien, ma réponse est simple, vaut mieux être normal. À bientôt les amis.